Giro Radio, pour réveiller le queer qui est en vous. Bonjour tout le monde, waouh, ambiance de folie. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Giro Radio. Gauthier danse déjà sur la table et Tristan n'arrive pas à se retenir de twerker. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Kurt qui animera cette émission puisqu'elle est perdue au fin fond du Sri Lanka et quand elle reviendra on pourra dire « Oh Kurt, tu nous as pas ramené le soleil » et tout le monde rira. Donc c'est moi qui vais tenter bon gré mal gré de tenir la barre du Giro Bateau aujourd'hui. Et puis on va peut-être présenter tous nos intervenants et nos intervenantes aujourd'hui. Donc moi perso c'est Esteban en service civique au Gyrophare. Et qui es-tu par exemple Tristan ? Moi je suis Tristan, pronom il et je travaille au Gyrophare. Très bien. Tana ? Tana, je suis Day du coup. Je suis en 3e année de licence audiovisuelle art du spectacle à la fac de Bordeaux-Montaigne. Waouh. Moi je suis Jules et je suis étudiant en cinéma en 3e année aussi à l'université Bordeaux-Montaigne et membre de l'association Coupé Court. Moi aussi d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, pardon. Noé ? Noé, du coup, pronom il, lui, et je suis en service civique au Gyrophare. Et moi, je suis Gauthier, service civique également au Gyrophare. C'est tout simplement formidable. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cinéma, ou comme les gens super cool disent, le cinoche, ou comme les gens encore plus cool disent, les salles obscures. Pas n'importe quel cinéma cependant, on va parler de cinéma de lutte, du cinoche de bagarre, du cinéma militant. Que peut faire une caméra face à cette société dégueulasse ? On va essayer d'en discuter, mais d'abord, je vais laisser la parole à Tana, qui nous a préparé un billet sur le court-métrage Bachar al-Assad, un film sur l'éveil politique et, il me semble, la répression policière contre toutes celles et ceux qui osent remettre en cause le système. Tana, à toi. Et tout à fait. Du coup, Bachar al-Assad est un court-métrage de Pierre Boulanger réalisé en 2020 et c'est un court-métrage documentaire mais qui a un peu des allures de fiction. Ça a été soutenu par Tank, l'association 1000 Visages et Mediapart et dans ce court-métrage, du coup, on peut voir 2 adolescents, donc Adil Derbi et Bilal Chegrani qui viennent de Grigny dans l'Essonne. Ces 2 hommes n'ont jamais entendu parler de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et en fait ils s'y rendent avec leur animatrice d'atelier de jeu d'acteurs en fait lors du week-end de célébration d'abandon du projet aéroportuaire en fait et un an plus tard Pierre Boulanger revient à Grigny pour leur montrer justement les images des logements de la ZAD. Et du coup, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'en fait, de prime abord, on a l'impression que c'est un peu humoristique parce que c'est un peu le trope du « oh là là, 2 univers qui se connaissent pas se rencontrent et en fait, ça va pas s'entendre ». Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout hermétique. La banlieue et la ZAD s'entendent bien si on peut les catégoriser dans ces 2 grands univers mentaux-là. Et en fait, même si ces 2 adolescents sont assez urbains parce qu'ils viennent de l'Île-de-France, en fait, ils ne sont pas spécifiquement contrariés de se retrouver dans une zone plus rurale, entre guillemets. Et même s'il y a de la boue, de la pluie, des vaches, tout ça, ça c'est des motifs sur lesquels le film s'attarde beaucoup. En fait, il n'y a pas de choc spécifique des cultures comme on pourrait s'y attendre. Et aussi, la chose que je trouve importante, c'est que Adil et Bilal, du coup, qui sont 2 personnes maghrébines, en fait, ne sont jamais considérées comme des étrangers dans la ZAD, mais dans la société, si. Et c'est là où le propos du film se développe un peu. C'est pas la mise en image d'une confrontation entre 2 mondes, en fait, parce que cette opposition urbain, rural, pseudo-français, pseudo-étranger, en fait, ça n'existe pas là-bas. Et justement, il y a plus un développement de leurs points communs et du coup, ça balaye un peu tout le discours de l'État où on voit vraiment un respect mutuel justement entre ces 2 univers-là. Et c'est aussi la monstration du coup d'un éveil politique dans le sens où, en fait, je vais revenir sur le titre du film. Donc, quand ils se rendent à la ZAD, ils essaient de trouver un nom à leur aventure. Et au départ, c'est Adil, je crois, qui propose que leur aventure s'appelle Les Arabes à la ZAD. Et je trouve que c'est assez révélateur, en fait, de comment un enfant issu de l'immigration peut se sentir différent par rapport au pays dans lequel il est implanté, en fait, même s'il est très bien implanté. Et
Après, il propose du coup de changer de nom d'aventure et de s'appeler Bachar al-Assad. Et justement, c'est hyper cynique et c'est volontairement assez cynique. Et justement, ça critique un peu toutes ces prétendues vocations au communautarisme et à l'intégrisme qu'il pourrait y avoir dans ce type de quartier, justement, et ce qu'on peut trouver dans les discours de l'État. Et ce que j'aime, encore une fois, je dis beaucoup ce que j'aime, mais j'aime beaucoup ce film, c'est que il y a une forte humanisation en fait des personnages. C'est-à-dire il n'y a pas deux catégories, et c'est un peu comme ça que j'ai parlé tout à l'heure pour simplifier, mais il n'y a pas les zadistes et les banlieusards. En fait, il n'y a que des individus, et on rencontre des individus qui apprennent à se connaître. Et en fait, c'est dans cette individualité-là que les gens se comprennent. Et du coup, c'est un peu paradoxal en fait de se dire c'est dans leur caractère unique que les gens se comprennent et du coup peuvent se rassembler. Mais en fait, ça permet de balayer les préconçus et tous les stéréotypes. Et c'est là où l'acceptation de l'autre se fait. Mais en fait, on peut voir que cette acceptation, elle a lieu que au cours du court-métrage, si je puis dire, même si c'est mal formulé. Parce que en fait, quand Pierre Boulanger revient voir les deux garçons un an plus tard, en fait, la ZAD a été balayée, du coup, enfin a été évacuée. Et en fait, c'est parce que ces gens-là ont des revendications politiques qu'ils sont stigmatisés et que leur vie se retrouve contrainte. Et en fait, c'est parce qu'ils portent certaines causes et une certaine vision que la société a d'eux que justement ils sont réprimés par la police, donc il y a des images très violentes. Et en fait, Bilal raconte que il s'est fait, ça lui rappelle une histoire, le fait que les zadistes se soient fait évacuer, c'est que quand il allait à son bac de français, justement, il s'est fait interpeller par la police pour aucune raison. Il s'est fait plaquer, plaquage ventral, tout le tintouin, et juste parce qu'en fait, il courait dans la rue et parce que en fait, la police l'a perçu comme un individu potentiellement dangereux qui court dans la rue en vertu de son origine et ne l'a pas laissé partir et ils lui ont globalement dit ton bac de français, on s'en fout. Donc en fait, on voit que la catégorisation nuit à la compréhension de l'autre et surtout entraîne la répression. Et en fait, on contient l'autre pas parce qu'on ne le comprend pas, mais parce qu'on ne veut pas le comprendre. Et du coup, en fait, cette incursion à Notre-Dame-des-Landes, selon moi, en fait, elles font mûrir en eux les graines d'un raisonnement, et c'est ce qu'on peut voir dans leur trajet retour de voiture, où en fait, ils commencent à se poser des questions sur leur mode de vie, sur comment mener un système plus égalitaire, plus écologique, anticapitaliste et pacifique, loin justement qui s'éloignerait du modèle actuel qui est en quelque sorte arbitraire, injuste et qui se raidit de plus en plus. Trop stylé, merci Tana, c'était trop cool. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir parlé de ce film et tout. Ce que je peux vous proposer pour continuer, c'est de se laisser un temps musical en écoutant la musique justement sélectionnée par Tana, qui est, alors je sais pas comment on dit, CLA ou CLA CLA, wow, je suis hyper nul. CLA de Hardwired, un groupe local qui, selon Tana, parle des soucis d'écologie et de la guerre aussi un peu. On s'écoute ça. Voilà.
rock'n'roll, etc. Pour continuer de se donner de la matière pour, je sais pas, pour la discussion qui viendra après, on va passer au biais de Jules qui va nous parler de Mai 68 et de comment le groupe Medvedkin, putain, je me suis dit que j'allais pas l'écorcher, je l'ai écorché, tu le diras mieux que moi, a directement collaboré avec les exploités d'une usine pour faire ses films. Et ensuite, on va discuter tous de la thématique. Je te laisse y aller, Jules. Ouais, donc biais un peu plus historique, pour revenir un peu sur ce groupe qui est né en 68, enfin un petit peu avant, du coup en 1967 à Besançon, lors de la grande grève avec Occupation qui paralysa l'usine Rhodia-Seta. Le réalisateur Chris Marker, accompagné d'un groupe de cinéastes, viennent filmer le mouvement et les travailleurs en lutte. Il en sort un film, À bientôt j'espère, donc premier film du groupe Medvedkin, qui n'en est pas encore un, qui traite des conditions de travail et de vie des ouvriers de l'usine. Après la reprise du travail, Marker revient à Besançon présenter le film aux ouvriers, mais les avis sont assez mitigés. Ils trouvent le film trop romantique et ne se reconnaissent pas dedans. Marker prend note de ces critiques et propose alors aux ouvriers de constituer un groupe mélangeant cinéastes et tout travailleur de l'usine intéressé à l'idée de réaliser des films collectivement. Car qui de mieux pour faire des films sur la classe ouvrière que la classe ouvrière elle-même. Joris Evans ou encore Jean-Luc Godard donneront des caméras au groupe de Besançon et des techniciens viendront former les ouvriers à la prise de vue et à la prise de son. Alors si je parle de groupe de Besançon, c'est parce qu'il y aura aussi un second groupe, Medvedkin, qui va naître à Sochaux, dans l'usine Peugeot, quelques mois plus tard, après la grève générale de mai-juin 68, dans la continuité de ce qu'ont fait leurs camarades plus tôt à la Rhodia-Seta de Besançon. Donc des films y seront faits sur leur grève avec Occupation, sur la répression policière venue s'inviter dans l'usine, comme dans le film Sochaux 11 juin 1968, ou encore des films de fiction parodiques mettant en évidence la déshumanisation du travail à la chaîne chez Peugeot, comme dans Week-end à Sochaux. Donc les groupes Medvedkin nous auront tourné en tout une quinzaine de films jusqu'en 1974 pour finir avec, comme dernier film, Avec le sang des autres. Donc ce dernier, donc Avec le sang des autres, conclut avec brio l'histoire de ces groupes et leur volonté militante, c'est-à-dire faire apparaître les rouages du système d'exploitation capitaliste. Dans le film, on y découvre l'histoire de cette usine et comment, depuis son créateur Robert Peugeot, enfant et petit-enfant de la famille hérite de celle-ci. Leurs châteaux ne sont qu'à quelques centaines de mètres des vastes cités insalubres construites par l'entreprise Peugeot, où vivent les milliers de travailleuses et de travailleurs du site qui ont fait la richesse de la famille Peugeot. Là-bas, on va à l'école d'apprentissage Peugeot, on pratique du sport chez Peugeot, mais on y meurt aussi chez Peugeot, on est enterré dans un cercueil Peugeot et sur un corbillard Peugeot. Bref, de votre naissance à votre mort, ne vous inquiétez pas, Peugeot s'occupe de tout pour vous. Donc avec le sang des autres, il prend également le temps de filmer le travail, la soudure, la découpe, la peinture, et les corps abîmés en action sur les chaînes de montage. On témoigne en voix off un homme qui n'arrive plus à bouger son pouce et à toucher sa femme le soir tant ses mains lui font mal. Mais au-delà de simplement montrer la pénibilité du travail, le film devient militant, en ce sens qu'il dévoile l'antagonisme de classe entre les ouvriers et le patronat, et démontre les intérêts qui se cachent derrière les choix d'organisation du travail. Par exemple, le film met en évidence des changements effectués après mai 68 pour éviter toute nouvelle mobilisation et la bonne continuité du travail, et donc des profits générés, comme l'intercalation sur la chaîne de montage d'un travailleur immigré, puis d'un travailleur militant, puis d'un non-syndiqué, etc., etc. Tout ça pour ne pas que s'organisent les ouvriers entre eux. Le film cite aussi la création d'un syndicat propre à l'entreprise, donc la CFT à Peugeot, afin de contenir et avoir un maximum de contrôle sur le syndicat, ou bien du recours à des milices patronales pour traquer les militants ou briser la grève, ou des grèves à venir. Donc on voit que ces groupes Medvedkin nous attestent que le cinéma peut jouer un rôle émancipateur en tant qu'outil de compréhension politique de situations et de conflits sociaux, notamment lors de mobilisations où les contradictions et la lutte de classe sont à leur plus haut. Alors cinéastes ou simples travailleurs se rêvant comme tels, à l'instar de ces groupes de 68, prenez et prenons la caméra et documentons nos luttes. Waouh, il y a du niveau sur les billets d'aujourd'hui, c'est vraiment trop stylé. Mais peut-être qu'on va pouvoir passer à la discussion un peu plus collective. Déjà, je ne sais même plus si vous l'avez précisé, mais les films dont vous parlez, du coup, c'est des courts-métrages ? Ouais, moi, tous les films du groupe Medvedkin sont des courts-métrages, et donc entre 67 et 74, et on peut les retrouver un peu partout sur Internet. Oui, et Bachar al-Assad aussi, c'est un court-métrage qui est disponible sur l'agence du court-métrage, du coup. Ok, trop stylé. Pour les gens comme moi qui ont un peu des problèmes à regarder des films qui font plus de 22 minutes, c'est pas mal.
Du coup, on peut échanger sur la thématique cinéma de lutte. Moi, j'ai un peu proposé 2 questions, mais qui sont vraiment indicatives quoi, pour la discussion. Qui serait la première, ce serait le cinéma, 2 points, attention, c'est hyper intello, moteur du changement social ou simple miroir de la société. Et peut-être qu'on pourrait aussi réfléchir sur une autre question. Est-ce que montrer une réalité sociale, c'est suffisant pour faire un film de lutte ? J'ai choisi ces 2 questions pour alimenter le temps de discussion, qui va d'ailleurs pas être très long, mais il me semble que s'il y a des gens qui ont encore envie de parler de Cinoche, ils pourront vous retrouver, couper court. Mais on y arrivera à la fin quand vous parlerez de peut-être les prochaines dates que vous pouvez proposer, etc. Du coup, le cinéma, moteur du changement social ou simple miroir de la société, qui va oser se lancer pour donner son avis là-dessus ? Jules, qu'est-ce que tu penses de cette question au hasard ? Mais je pense que, même dans le milieu du cinéma, je pense qu'il y a des cinéastes, même qui font des films militants, je pense qu'ils sont assez convaincus à l'idée que le cinéma, il peut pas tellement faire changer les choses, que c'est pas tellement ça qui va faire changer les choses, quoi. C'est plutôt, ils sont plutôt d'avis que ce soit un peu les mobilisations, ce genre de choses-là. Mais par contre, comme je l'ai un peu dit sur le groupe, sur ce qu'a tenté de faire le groupe Medvedkin, c'est que ça peut permettre d'outils aussi de compréhension du monde. Si le film, si le film en fait, il essaie de démontrer un peu qu'est-ce qui se joue dans cette lutte, pourquoi les choses sont ainsi, les intérêts internes que chacun a dans la lutte, etc. Par exemple, dans une grève, par exemple, parce que c'est le cas de beaucoup de sujets des films du groupe Medvedkin, mais d'autres aussi. Donc, plus un outil qui peut permettre d'appui, de compréhension, et voir aussi comment certains se sont organisés pour ensuite, pourquoi pas, le retenter dans le réel, quoi, dans une vraie mobilisation, mais changer les choses en tant que telles. Les gens vont voir les films et le monde va mieux, ça je suis pas certain. Ce serait chouette si c'était aussi mécanique. Moi, il me semble, quand j'ai choisi cette question, c'est parce que j'avais un peu peur qu'il y ait des gens qui ont tendance à un peu fétichiser l'importance du cinéma dans nos luttes. J'ai l'impression que c'est un peu la question de l'œuf ou la poule, quoi. Est-ce que il y a d'abord le film qui apparaît et ensuite il y a une lutte qui en découle ou des avancées sociales ou quoi, ou alors c'est plutôt l'inverse, à savoir qu'il y a un mouvement social qui se lance et puis après tu as forcément des gens qui s'y intéressent et qui commencent à faire un film là-dessus. Mais ça se trouve, il y a des moments dans l'histoire où un film est sorti et a déclenché un truc de ouf, mais moi je m'y connais peut-être pas assez pour savoir ça, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un film en ce moment en Italie qui a cet impact, alors peut-être pas sur les luttes de classe, mais au niveau du féminisme. Je sais plus le nom du film. C'est pas un court-métrage du coup, mais il a l'air d'avoir remué énormément les avis dans un pays qui est très catholique, où on parle pas des violences, où ils sont quand même par rapport aux autres pays européens un peu en retard sur les avancées sociétales en matière d'égalité. Et je crois que ça a vraiment, grâce à ce film, en fait, mis en avant, fait avancer des choses là dernièrement, en tout cas, mobiliser les citoyennes et les citoyens. Oui, personnellement, je pense aussi au Disney. Si on fait dès l'enfance des films qui représentent une société plus ouverte, plus nouvelle, ça va permettre aux enfants de voir les choses d'une différente façon. Je ne sais pas si vous me suivez sur cet avis. Oui, c'est vrai que c'est important, les représentations dans l'enfance et tout. Ce serait pas déconnant que ça aide un individu à se développer et tout, en fonction de ce qu'il mate. En fait, oui, ça répond un peu à la question sur le côté. En fait, ça ne crée pas ça va plutôt dans le sens où ça ne crée pas, mais par contre, ça peut participer à aller vers la société dans laquelle ils décrivent les films. Mais après, c'est vrai que un film, ça fait plutôt, à mon sens, le miroir d'une réalité plutôt que de créer une lutte, quoi. En fait, c'est avant tout un outil de diffusion aussi. Je pense qu'il faut plus le prendre comme ça que comme réel moteur. Après, il y a des films qui... En fait, ça dépend où on place le point de départ de la lutte, selon moi. Mais si on arrive déjà à faire réfléchir quelqu'un, pour moi, ça commence un peu à faire pousser un peu les germes d'un potentiel militant, en fait. Mais oui, à vrai dire, le cinéma, vu que c'est destiné à être vu par beaucoup de personnes, ça peut potentiellement être vu par beaucoup de personnes. Pour moi, c'est plus un outil de diffusion et de rendre un peu plus connues certaines luttes. Et après, pour moi, il y a des films qui permettent de réfléchir, entre guillemets, mais qui ne sont pas miroir d'une réalité sociale et qui, justement, exacerbent à fond les torts et travers ou les qualités d'une société donnée pour, justement, en prendre l'exemple ou... pour dire de prendre l'exemple ou dire de prendre le contre-exemple.
En termes d'exemples, si toi, il y en a qui te... Mais c'est vrai que ça m'a toujours fasciné. Enfin, je sais pas pourquoi, c'est pas le moment fasciné, mais quand on a un film qui repart d'une histoire vraie, de faits réels, à chaque fois dedans, ils modifient quand même des choses. Ils s'en tiennent jamais à la réalité, ils le rendent cinématographique, quoi. Il y a toujours un truc à changer. Donc en plus de ça, c'est toujours un peu tronqué. Ils apportent soit des nuances, mais ça m'a fait penser à la dernière fois où un film là, il y a pas si longtemps et où dedans dans l'histoire vraie il trompe jamais sa femme et il reste avec depuis le début, mais pour le bien du film il va du coup tromper sa femme avec la jeune, tout ça, et il est là genre mais pourquoi vous me faites jouer j'aurais ça, trop le seum qu'on fasse ça sur mon... voilà, genre pourquoi vous avez fait ça avec mon personnage, enfin il y avait pas besoin, mais pour voilà, rendre le film un peu plus sexy, ils ont fait ça, et enfin voilà, bon là on s'éloigne un peu du côté lutte, mais c'est vrai qu'en fait ça reste aussi du cinéma. Ça fait rêver. Filmer la réalité, c'est pas joli. Au final, c'est pas cinématographique. Et souvent, ils disent ça quand on travaille avec des réalisateurs ou des accessoiristes. C'était ça, en fait. C'est qu'en fait, la réalité pure et dure, en fait, ça fait pas non plus cinéma, quoi. Donc, tout est toujours un peu truqué. Même l'usine, elle est belle. Enfin, en tout cas, tout est bien proportionné. Tout est... Est-ce que je peux sortir une phrase de mec qui écrit des articles pour Télérama ? Est-ce que le cinéma, ce ne serait pas le miroir déformant de la réalité ? Ok. Et avec le film Barbie, je pense au film Barbie parce que moi je suis un énorme cinéphile, donc je suis allé voir le film Barbie évidemment au cinéma. Et bon, même si niveau féminisme, le film Barbie c'est un peu le niveau A, A2. Enfin voilà quoi. C'est une très bonne pub pour Mattel quoi. Non, puis enfin il y a toutes les critiques qui disent que c'est un féminisme un peu bourgeois, etc. Au moins ça a permis qu'il y a des meufs qui ont emmené leur mec voir ce film et à la fin ils se sont embrouillés et du coup quelque part le film a pu lancer, bon c'est très individuel, ça n'a pas lancé de trucs très massifs, etc. Mais individuellement entre les gens ça a pu démarrer des discussions ou des trucs comme ça. Oui, ça fait écho à... Il y a beaucoup d'enfants qui sont allés voir Barbie, hein, mine de rien. Alors, ils ont souvent été déçus parce qu'ils s'attendaient pas du tout à ça. Mais en tout cas, ils ont entendu pour la première fois le mot patriarcat. En fait, ils ont pu voir des choses. C'était quand même assez fort, hein, Barbie. Alors, effectivement, c'est le level A, mais A++ quand même. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des regrets sur cette question qu'ils n'auraient pas dit ? Est-ce que peut-être qu'on peut passer à la deuxième question ? Peut-être juste lever là, dans le sens où effectivement, j'ai la sensation qu'on peut parler de miroir d'un point de vue, on parle beaucoup de films occidentaux, européens. Par contre, peut-être qu'à l'étranger, on va peut-être plus pencher pour des films qui appellent à passer à l'action, qui s'organisent vraiment comme ça. Là où il y a un prix aussi éthique de l'image, dans le sens où les images qui vont diffuser peuvent risquer la vie de ces gens. Et dans ce sens-là, peut-être plus à l'étranger que nous en Europe, on va voir ce genre de film qui incite à l'action. Ouais, par exemple, moi ça me fait penser, par exemple, en Iran, il y a des cinéastes qui font des films anti-régime actuel en Iran et qui ont même été emprisonnés, même actuellement encore, des films qui ont gagné des prix. J'ai plus le nom en tête, mais je crois un cinéaste qui a gagné un grand prix à Berlin, l'Ours d'Or, qui est emprisonné actuellement, ou alors qui a été emprisonné à l'époque, parce que justement il fait des films. Et du coup là c'est un vrai acte militant, de faire un film qui va à l'encontre du régime autoritaire en Iran par exemple, et oui, comme tu dis, il s'engage vraiment, il risque sa vie en fait. Ouais. Tu parles de Salim Roustay ou... Oui, je crois. Et celui qui a fait Layla et ses frères ? Peut-être, oui. Mais c'est une très bonne transition pour la question d'après qui est, en fait, c'est quoi un film militant, c'est quoi un film de lutte ? Est-ce que montrer une réalité sociale, ça suffit à faire un film de lutte ? Peut-être pour introduire un peu ça, moi ce que je me dis, c'est que dans une société qui va parfois de pire en pire sur nos droits, nos acquis sociaux, etc., qui sont constamment remis en question dans le débat public et tout, des trucs qui nous semblent un peu basiques, c'est vrai que parfois choisir de montrer une certaine réalité sociale, ça peut être au moins subversif, quoi. Ça peut au moins ça peut au moins choquer, ça peut au moins créer la discussion sur les plateaux de CNews. Montrer un vécu d'une personne exploitée, le vécu d'une personne discriminée ou rabaissée par le système, etc. Ça a un caractère subversif en fonction des époques et des cultures et d'où ça sort, quoi. Et parce qu'en fait tout ça c'est des trucs qui sont tabous, quoi. Enfin, c'est des trucs qu'on préfère invisibiliser, mettre sous le tapis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une opinion particulière ici ? Je sais pas trop si je vais répondre spécifiquement à la question. C'est pas grave. J'ai peur d'avoir oublié le début. Mais oui, en ce qui concerne montrer les réalités, en fait, je trouve qu'il y a deux
penchant du cinéma à montrer la réalité d'une société ou d'une situation donnée. Il y a des films qui vont parler de grandes affaires ou de grands scandales, entre guillemets, qu'on a eu, même si j'aime pas utiliser ce mot. Par exemple, il y a Goliath, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui parlait des problèmes de glyphosate dans l'agriculture française. Et c'est un casting avec Pierre Ninet. Et, je me souviens plus des autres têtes d'affiche, mais c'est vraiment un peu 3 étoiles comme type de film. Et du coup, forcément, mais ça c'est peut-être un biais perceptif, je me suis dit, si on affiche des superstars Bon, après, Pierre Ninet est un peu engagé politiquement et tout. Je crois qu'il vit à la campagne, qui prône le bio et l'écologie, donc ça, c'est cool. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu un amoindrissement potentiel de la réalité sociale qu'il y a derrière ce film, sachant que Pierre Ninet en plus jouait l'avocat qui défendait justement le gentil glyphosate. Donc, je pense que les producteurs savaient très bien ce qu'ils faisaient, parce que quand on met Pierre Ninet dans un rôle donné, l'empathie va quand même globalement vers lui, parce qu'il a une tête sympa, quoi. Et après, ça me fait penser à un autre film aussi qui était sur les grèves, et c'est En grève, je crois, avec Vincent Lindon. Mais je ne sais plus sur de quelle usine ça parle. Et où là, justement, après Vincent Lindon est tout aussi connu, mais est un peu ancré justement dans ces luttes spécifiquement. Et je crois que c'était justement pas un biopic, parce que le mot est un peu fort, mais ça partait d'une histoire vraie, même titre que Goliath. Là, j'avais trouvé vachement plus coup de poing et un peu moins policé, parce que je suis désolée, je vais spoil. Donc, il faut arrêter de m'écouter à partir de maintenant. À la fin, il s'immole devant son usine ou devant la préfecture, je ne sais plus, mais devant un lieu stratégique comme ça. Et c'est vrai que c'est en guerre, pardon, c'est pas en grève. Et c'est très coup de poing comme fin. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus révélateur de certains types de problèmes qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Et ça laisse un peu ce goût amer, comme quand on regarde les news, par exemple, ou CNews. Donc, voilà. Qui regarde ces news ici par petit sondage? J'essaie de voir s'il y a des gens incognito. Quelqu'un d'autre veut rebondir sur cette question? Peut-être rapidement, pour rebondir sur En guerre, ce qui peut aussi faire que c'est un film peut-être militant un peu plus sincère, enfin un film plus engagé et sincère. À part Vincent Lindon, en fait, dans le film, la plupart des acteurs et des actrices, je crois, c'est des vrais travailleurs, je crois, de la boîte. Et il y a vraiment ce truc filmé... c'est filmé à l'épaule, on est en immersion et ça fait presque documentaire, quoi. Alors on comprend que ça n'en est pas un, parce qu'il y a quand même Vincent Lindon qui est un peu sur tous les plans, mais du coup, on est à se demander si c'est vraiment existé à ces personnes-là, si vraiment la lutte syndicale qui a eu lieu dans l'entreprise. Et du coup, je pense qu'il y a aussi la manière dont le film est fait. Tout à l'heure, tu disais certains films, je ne sais pas si tu citais un film, mais l'usine est très propre, etc. Et je pensais par exemple à un film qui s'appelle L'Établi, et qui en vrai, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Mais c'est vrai que par rapport au livre que j'avais lu et que j'aime tout autant, dans le livre, on ressent vachement le côté sale, les corps usés, etc. Alors que là, dans le film, même si je pense qu'il faut le voir, il est très intéressant, mais ils sont en blouse bleue très propre, l'usine est très propre, enfin voilà. Et du coup, il y a ce côté un peu, il y a une sorte de distance, quoi, qui se passe, qui aurait été un peu plus différent, je trouve, si le film, je sais pas, était pas tourné en studio, était tourné avec des acteurs peut-être amateurs ou alors des gens directement concernés. Et du coup, ça aurait donné ce côté plus vrai et encore plus fort au film, quoi. De se dire qu'on n'est pas au cinéma, même si quand même on se doute qu'on est assis sur un siège de cinéma, mais quand même on voit quelque chose qui est peut-être un peu vrai, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a la manière aussi dont on filme la réalité. Et c'est vrai que le cinéma, qui est une grosse industrie, a aussi tendance à user de tout... De tout ça, de ces studios, etc., qui des fois peut-être décrédibilisent la cause. Après, c'est mon avis, mais... On a quand même aussi des films qui ont mis en avant, qui ont dans leurs acteurs et leurs actrices des personnes qui étaient concernées. Là, c'est cet exemple, mais il y en a plusieurs aussi où ils vont chercher des actrices qui sont vraiment des vraies personnes du quotidien. Je pense au film Sherazade
Et du coup, les deux acteurs, ils sont pas des professionnels, ils les ont castés dans la rue. Et en fait, dedans, lui, il joue le rôle d'un voyou. Et à l'heure actuelle, il est en prison. Enfin, Super. il joue vraiment son rôle. Je veux dire, c'est toujours. C'est Faut- les Américains, ça. C'est un film français qui se Ah, passe. yes. Moi, j'ai vu Les Algues Vertes au cinéma. Ouais. Et c'est génial. Ouais. Et en fait, c'est peut-être qu'il y a aussi de ça dans est-ce qu'un film c'est un film de lutte ou quoi, c'est aussi comment il fait irruption dans le débat public. Et là, Les Algues Vertes, c'est sorti, donc c'est une adaptation d'une BD, si je me trompe pas, qui est vraiment très très chouette aussi. Et quand le film est sorti, il a été projeté à l'Assemblée nationale, machin, les députés, ils ont été un peu obligés de s'emparer du sujet, d'en faire un débat public devant les caméras et tout. Mais rien n'a Donc, bougé pour le moment quand même. Non mais voilà, et il y a le député Renaissance du coin là de Côte d'Armor et tout, il a dit non mais ce film c'est de la fiction. Mon cul hein, que c'est de la fiction de rien du tout, et mais c'est vrai que rien n'a bougé, donc est-ce que juste faire irruption dans le débat public ça suffit à faire changer les choses? Je suis pas complètement sûr, sachant qu'en plus par rapport à l'affaire du glyphosate, il me semble que ceux qui peuvent vraiment faire quelque chose, pour le coup ce serait tout ce qui est les gens qui travaillent dans l'agriculture, quoi, les ouvriers agricoles, etc., qui ont moyen de se mettre en grève et de faire entendre leur voix comme ils l'ont déjà fait sur certaines autres actions. Après, je pense que le problème du corps agricole, on va dire, c'est vu que c'est un secteur particulièrement important pour la société, ils peuvent être réquisitionnés, je pense, de manière assez abrupte, violente et sans sommation. Mais c'est aussi qu'ils dépendent des plus grosses entreprises type Monsanto, tout ça quand même, qui leur met une certaine pression à l'achat justement de ce type de produits absolument néfastes. Et je pense qu'en vrai, ils sont un peu, de l'expression, mais le postérieur entre deux assises, on va dire. Le mot chaise n'est pas tabou. Hein. On peut dire le mot chaise ici. Ouais, mais j'ai voulu changer jusqu'au bout. C'est nouveau. Oui, je sais plus où je voulais en venir. Mais ouais, du coup, je pense qu'en vrai, ça dépend pas que de eux non plus. J'ai pas vu Les Algues Vertes, donc je peux pas dire si la faute leur est portée dessus. Dans Goliath, tant mieux, du coup. Et ce qu'on peut quand même féliciter dans Goliath, c'est qu'ils sont plus montrés en tant que victimes, mais dans toutes les nuances de leur situation un peu opprimée, c'est-à-dire ceux qui sont en mode on n'a pas le choix de toute façon, donc voilà. Ceux qui se disent j'ai essayé d'arrêter, mais j'avais moins de rendement parce qu'en fait les cultures sont tellement habituées maintenant. Donc je trouve ça bien aussi de montrer un peu de faire le miroir justement de la pluralité de situations dans lesquelles on peut se retrouver par rapport à un problème donné, quoi. Mais tout à l'heure, quand on discute, ça m'a fait penser à ça sur les films, que ça apporte de la nuance. Ça apporte aussi de la nuance de la part pour les militants, militantes. Dedans, quand on a un peu tous les personnages, on a aussi on parle aussi pas mal de la pureté militante dernièrement, le fait que quand on est engagé dans quelque chose, on doit y aller à 100%, non-stop, on n'a jamais le droit à l'erreur. Et je trouve que dans les films, mais même nous qui sommes un petit peu dans des assos aussi qui sont quand même en lien avec on sait qu'en fait personne n'est parfait de A à Z et qu'on a tous des biais. Quand on regarde un film, il y a à côté oh non, lui je l'aimais bien, dommage qu'il fasse ça, voilà, qui sont un peu. Mais en fait, c'est aussi la vraie vie. Et ce que je trouve intéressant dans les films de lutte et tout ça, c'est que ça apporte aussi un peu ça, aussi ça démystifie le côté où tout le monde devrait être parfait. Parce que souvent, il y a un moment où le héros ou la héroïne va faire quand même quelque chose d'un peu négatif. Et voilà. Ça me fait penser au film Les filles d'Olpha et une réflexion que je me suis fait un peu entre le fait d'avoir un film très industrialisé ou presque un film documentaire à l'opposé. Les filles d'Olpha, c'est l'histoire d'une mère tunisienne qui a 4 filles. Et sur les 4 filles, il y en a 2 qui sont parties à Daesh. Et la réalisatrice donc va la voir et lui propose de réaliser le film avec elle, ses 2 filles restantes, et 2 actrices pour remplacer les 2 filles parties. Et du coup, ça se mêle entre moments documentaires où elles réfléchissent à comment faire la scène et du coup, moments vraiment de film où elles jouent des scènes. Et du coup, là, ça rejoint un peu où personne n'est parfait. C'est-à-dire que du coup, on a quand même cette mère éplorée qui, d'ailleurs, elle voit arriver des actrices qui vont jouer ses propres filles et dit elle leur ressemble beaucoup trop, c'est incroyable. Du coup, elle faisait plutôt ci, elle faisait plutôt ça. En termes de trauma à gérer après. Et surtout, d'un autre côté, il montre que la mère était violente avec ses filles. Et ça, il pousse la scène assez loin aussi. Et peut-être il y a peut-être une piste, un intérêt à vraiment ce truc entre documentaire et fiction.
Et sur ce que tu disais, Tristan, là, de montrer des réalités qui parfois sont pas, qui sont justes, mais qui sont peut-être pas forcément hyper agréables. Enfin, l'établi, par exemple, moi, je l'ai pas vu, mais je crois que Noé, tu l'as vu. Oui. Et tu me disais la fin, c'est pas une fin. Enfin, ok, spoiler. C'est bon, vous êtes parti. Ok. C'est pas une fin très réjouissante pour le personnage principal, même pour la classe ouvrière en général et tout. Enfin, je sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, mais peut-être. C'est des trucs qui sont intéressants, quoi. Bah, c'est vrai que la fin du film est décevante en tant que spectateur ou spectatrice quand on a envie que la lutte mène à quelque chose, parce qu'on les voit tout au long du film lutter pour une cause et on a envie que ça aboutisse. Et en fait, on se rend compte que non, on est dans la vraie vie et que la plupart du temps, ça n'aboutit à rien. Voilà. Ouais, en fait, ces Beau films-là. message de. Merci Noé. Bonne ambiance. Non, mais en vrai, c'est aussi une réalité parce qu'en tant que militant, si jamais tu sais pas que l'échec ça existe, la première fois qu'il se présente, tu as envie d'en finir, quoi. Alors que quand tu lis des bouquins ou tu mates des films de moments dans l'histoire où on a bien perdu, quoi. En ce moment, moi, je lis un bouquin sur juste le fascisme en Italie et je suis en mode ah oui, effectivement, on a bien perdu, quoi, à ce moment-là. Mais au moins, ça permet de s'armer pour la suite, j'ai l'impression. Je suis désolé, je veux pas couper court à la discussion, mais on va devoir move on, hélas, parce que là on s'approche un petit peu de la fin. Ce qu'on peut faire, c'est s'écouter un deuxième morceau, puis on va passer au billet rouge. C'est le billet que je fais, que j'ai commencé le mois dernier. Stay tuned, ça va être de mieux en mieux, qui ce mois-ci sera un billet un peu plus historique sur la révolution et le patriarcat. Et avant ça, on s'écoute Games de Samir et Aboud. All you wanna do is
Homophobie, transphobie, sexisme, racisme, oppression sur les personnes intersexes, sur les personnes handicapées, sur les personnes séropositives, c'est tout un monde à renverser de sa base jusqu'à son sommet. Du coup, moi, c'est Esteban, j'ai une casquette gyrophare, mais je suis aussi militant au NPA Jeunes depuis quelques temps, ce qui est le secteur jeune du nouveau parti anticapitaliste. Et en gros, ma formation politique, elle m'amène à avoir envie de vous parler de la révolution russe de 1917 et des perspectives qu'on a pour en finir avec toutes ces discriminations et le patriarcat. En gros, les racines empoisonnées du patriarcat, elles sont ancrées très profondément dans notre société, et même si ce phénomène date d'avant le capitalisme, il est impossible de se débarrasser de l'un sans se débarrasser de l'autre. Il est impossible de se débarrasser du patriarcat sans se débarrasser du capitalisme. Tout cela est lié, et l'arbre sinistre qui grandit grâce à ses racines empoisonnées est bien content de pouvoir compter sur son ami le capitalisme. En fait, le capitalisme, il s'appuie sur toutes les divisions pour mieux régner, pour mieux nous séparer dans les luttes, pour nous mettre dans des petites boîtes en plastique en espérant qu'on n'ose jamais en sortir. Bon, malheureusement pour lui, de temps en temps, les gens, ils défoncent la gueule à la petite boîte en plastique parce qu'en plus, c'est vachement pas écolo et même si c'était des boîtes en carton, ça allégerait pas notre colère pour autant. Des exemples dans l'histoire de meufs et de mecs qui se soulèvent contre tout ce système dégueulasse, on vient un peu de le voir dans la discussion, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pas mal envie de revenir sur ce qui s'est passé en Russie en 1917, parce qu'avant les horreurs qu'on connaît du stalinisme, qui a été un vrai recul pour les droits des femmes et la dignité humaine, il y avait des révolutionnaires, des militantes et des militants qui ont essayé de changer le monde. Ces révolutionnaires, une fois qu'ils ont dégagé le tsar, qui est en gros l'empereur de la Russie, puis dans un second temps le gouvernement qui avait été mis pour le remplacer, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout intérêt à prendre leurs affaires en main eux-mêmes, sans attendre un quelconque sauveur. D'ailleurs, les paroles de l'Internationale, elles résonnent dans les rues de Pétrograd, qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Les gens chantaient « Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun, producteurs, sauvons-nous nous-mêmes ». Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ces Russes par moins 30 degrés ? Parce que chez nous, quand il y a 2 cm de neige, le tram-bay, il arrête de fonctionner pendant 3 jours. Et chez eux, même avec moins 30 degrés dans la figure, ils ont fait un truc de ouf. La première révolution de l'histoire qui réussit à porter les travailleuses et les travailleurs au pouvoir. Une fois au pouvoir, ils mettent en route plusieurs choses. Tout le monde est invité à faire de la politique, surtout les femmes, qui jusque-là étaient toujours laissées de côté. Pour la première fois de l'histoire, une femme est nommée ministre. Les militantes et militants communistes, ils mettent en place le droit au divorce, l'égalité salariale, les congés maternité, la reconnaissance des enfants hors mariage, le droit de vote des femmes, la reconnaissance des minorités ethniques, la fin des privilèges, l'assurance sociale, la dépénalisation de l'homosexualité et la légalisation de l'avortement et plein d'autres trucs. En gros, à ce moment-là, en 1917, la Russie elle devient le premier pays où l'avortement est non seulement légal, ce qui déjà le place à l'avant-garde de l'humanité, parce qu'en France, ce droit il est accordé qu'en 1975, mais c'est aussi le premier pays où, et le seul en fait, qui se donna réellement les moyens de mettre en pratique ces droits. Bah oui. Parce qu'en France, aujourd'hui, dans la loi, on a aussi des trucs comme l'égalité salariale, la dépénalisation de l'homosexualité, la légalisation de l'avortement, etc. Mais pour ce qui est de la pratique, c'est tout autre chose. Nos droits, ils sont constamment remis en question. Les agressions homophobes et transphobes, elles augmentent. Et tout le cirque autour de la constitution... En fait, ce mot m'énerve, j'arrive pas à le dire. La constitutionnalisation de l'IVG. Merci. En fait, tout ce cercle-là autour de ça, ça a l'air d'être une mauvaise blague parce que même si ce droit il rentre dans la Constitution, qu'est-ce que ça dit sur la faisabilité vraiment de l'IVG, quoi. En fait, sur ces dernières années, il y a 130 centres d'IVG qui ont fermé, les budgets des plannings familiaux ils sont toujours de plus en plus revus à la baisse, etc. Dans une société qui n'a pour moteur que le profit et la thune, bien sûr que nos droits ils passent au second plan. Sous le capitalisme, pas d'émancipation réelle possible, ni pour les personnes qui subissent des oppressions spécifiques, ni pour l'ensemble de l'humanité tout entière. Bon, même si ça peut paraître déprimant de constater tout ça, replonger dans des exemples historiques où notre camp social il a gagné, ça fait du bien. Et même si on a l'impression d'être loin d'une ambiance révolutionnaire en ce moment, il faut dès maintenant inviter les gens à rejoindre le train de la lutte. Pendant que Macron parle de réarmement démographique, il est temps pour nous de procéder à un réarmement politique de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs du monde entier et leur redonner confiance en leur propre force. C'est que comme ça qu'on réussira à mettre le patriarcat dans les poubelles de l'histoire. Debout, debout.
Les dames nées de la Terre. Pour continuer, après ce billet très rouge, normalement on devait faire les coups de cœur. Et il s'avère que Gauthier a eu une superbe idée. Mais on va d'abord faire le jeu de Gauthier et ensuite les coups de cœur. Oui, tu pourras parler de Koh-Lanta, Tristan, pas de souci. On va faire un jeu que Gauthier, je te laisse présenter, sachant que moi j'ai eu besoin de 3 explications différentes pour comprendre le jeu. Allons-y, essaie de le faire en une seule fois. Vas-y, je relève le défi. C'est un jeu qui s'appelle Contrario à la base, que j'ai adapté en version LGBT+. L'idée, c'est je vous donne une suite de mots qui n'ont a priori aucun sens. Et en cherchant les synonymes ou les antonymes de chacun de ces mots, ça va vous donner un film connu, un livre connu, une expression, quelque chose. Par exemple, si je vous dis l'astre des gorilles, vous me dites... La planète des singes. Voilà, c'était pas du tout préparé. Donc, je vais vous donner... sur des thématiques LGBT, j'ai des indices bien évidemment à vous donner si vous ne trouvez pas. Je vais commencer simplement. Je crois que des personnes dans cette pièce ont déjà entendu celle-ci. Si je vous dis avec imitation. Je l'ai, mais je sais pas si je regarde. Je vous donne un premier indice, c'est une chanson. Sans contrefaçon. Bien joué, c'est ça. Voilà, vous avez tout à fait saisi. Ok. Un autre que je trouve encore, je pense assez facile, le parcours des honneurs. La marche des fiertés. Bien joué. 1er juin, réservez la date. Ok. Maintenant, on va passer sur un peu plus corsé, parce qu'il y a un petit morceau d'anglais dedans. Le mouvement de Brick Floor. Les émeutes de Stonewall. Bien joué, bravo. Ok, je monte encore plus difficile. Monsieur Roy. Madame Arthur. Bien joué. Tristan Ça a va 0 très points vite. pour l'instant. C'est vrai. Et nous aussi, attention. Ok, je monte encore la difficulté. Marcel au collège. Tom à la ferme. Alors, Mais ça marche, j'ai un point. Ok, quoi, d'accord. Tom à la ferme Un film de Dolan. Ah putain. Ok, là en l'occurrence, on cherche un livre. Redis. Marcel au collège. Merci, ok. J'avoue, j'ai joué sur des lycée. stéréotypes. Hein. Marcel. Lycée, Kevin au Marcel. lycée. Je vous donne l'autorise. Colette. Merci pour l'indice. Tout de suite, je vois Ouais, bien. En tant que bourguignon, je suis vexé. J'ai lu tous ces bouquins sauf celui-là, je crois. Je vous le donne, Claudine à l'école. Qui l'avait ici? J'avais Colette, c'est tout. Ok, et je termine avec un spécial gyrophare. Oh waouh. Le carton sur la table. Ah, je l'ai. Le paquet dans l'escalier. Mais non. Il faut ranger le carton sur la table. C'est un bénévole de ce truc qui était là le mois Je peux vous dernier donner un au indice micro. qui est... Floris, la boîte soulier. Voilà, La boîte j'allais soulier. dire Le archive. collectif des archives du gyrophare. Alors bien joué. Waouh. Mais trop bien. C'est tout. J'en ai Et plein, j'ai envie d'en mais faire on va 1000. attendre. Mais c'est trop bien. Mais ok, bah, merci Avec pour cette plaisir. animation surprise. Est-ce qu'on passerait pas au coup de cœur du coup? Ouais, jingle. Ouais, coup de cœur. Coucou. Ok, quelqu'un sait faire du beatbox ici ou pas? Si quelqu'un sait faire du beatbox, n'hésitez pas à ne pas en faire. Merci, c'est ringard. Coup de cœur. Mais en fait, moi, j'ai pas trop préparé de coup de cœur. Attends, non. Donc quelqu'un qui a préparé un coup de cœur là, Gauthier. Ok. Moi, donc, dernièrement, j'ai découvert la bande dessinée L'Intranquille. Je vais vous lire le résumé sur la, je sais plus comment on dit, le petit morceau de page qu'on met pour faire marque-page. Beyrouth, 30 ans après la fin de la guerre civile et quelques mois avant la catastrophe d'août 2020, Samar, jeune auteur de BD, entame un nouveau projet dont il peine à imaginer la suite. Entre rêves angoissés, souvenirs d'enfance, expériences amoureuses et déambulations dans la Beyrouth des artistes et des milieux queer, il raconte ses difficultés à vivre dans un contexte incertain qui le plonge dans un état d'appréhension permanente. À travers son regard anxieux, c'est celui de toute une communauté que l'on suit dans une ville aux couleurs et aux humeurs changeantes. Donc moi, je peux vous faire part de mon ressenti. J'insiste sur le fait que c'est mon ressenti. J'aurais trop peur de dénaturer parce que je trouve que c'est un peu un bijou pour comprendre un peu ce que c'est que le vécu des jeunes Libanais. Mais
surtout dans le sens où la France, on a colonisé le Liban. Ça permet un peu d'imaginer qu'est-ce que c'est de ne pas connaître son histoire, qu'est-ce que c'est... Enfin, vraiment, c'est toucher du doigt même de l'incertitude de la guerre, de l'économie, de plein de choses. Et vraiment, ça offre un aperçu aussi bien factuellement qu'au niveau des sentiments, de qu'est-ce qu'on peut ressentir. Et donc vraiment, j'insiste sur ce mot incertitude qui est très prégnant tout au long de cette bande dessinée et qui, j'insiste aussi, visuellement très joli, qui joue d'ailleurs sur ses couleurs pour montrer plusieurs différentes ambiances. Voilà, je vais vous lire du coup là pour le coup la quatrième de couverture qui est une citation du livre. Je tiens à préciser pour les personnes qui vivent dans un contexte comme ça peut être peut-être un peu dur à entendre. Je le retrouve. Coup de cœur. J'ai le jingle. Je l'ai. Je me demande comment auraient été nos corps et nos sentiments sans le poids de la menace et de la peur. J'aurais voulu me connaître sans ça. Voilà, je vous remercie. Ouais, c'est très beau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait un coup de cœur à nous partager? Je vais tirer au sort. Je vais tirer avec un gun. Vas-y. Tu me dises du coup. Ok. Moi, j'ai 2 films qui me viennent à l'esprit. Je vais commencer peut-être par Hedwig and the Angry Inch. Je ne sais pas si je le prononce bien, de John Cameron Mitchell, qui peut s'inscrire un peu dans la thématique des luttes. Du coup, c'est un réal assez connu de la communauté LGBT et il se revendique comme queer, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une drag queen qui veut devenir star du rock'n'roll et qui fait une espèce de tournée road trip absolument catastrophique de plusieurs dates, mais qui par moments se passe bien parce qu'elle arrive à déchaîner les foules et d'autres fois elle se heurte aux méandres des idiots intolérants, on va dire. Et je le trouve assez militant dans la mesure où le personnage est globalement pas très appréciable, juste parce qu'elle est, elle est assez tyrannique avec ses musiciens. Mais en fait, ça s'arrête juste là et c'est un personnage très touchant. Et du coup, je trouve ça un peu militant dans la mesure où ça exacerbe à l'extrême toutes les dérives du milieu musical. Et en même temps, ça l'illustre par un thème qui, par moments, est un peu sous-représenté. Je le trouve justement hyper intéressant. C'est hyper frais, et à la fois dégueulasse, et c'est un peu tout et son contraire à la fois. Et du coup, je le trouve assez intéressant pour ça. Et par contre, je n'ai plus la date de quand il est sorti. Et je peux laisser la parole pour un autre coup de cœur de quelqu'un, si jamais. Ouais, moi, coup de cœur rapide, c'est encore un film sur la question sociale. J'aurais peut-être dû varier, mais c'est Retour à Reims Fragment, un film de Jean-Gabriel Perriot. Donc, c'est un documentaire qui adapte un livre de Didier Héribon qui s'appelle Retour à Reims. Et du coup, Didier Héribon, dans ce livre, il raconte un peu son enfance dans une famille ouvrière, quoi. Et un peu comment il est devenu transfuge de classe, quoi, comment il est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Et du coup, entremêlé entre des citations du livre qui sont lues par Adèle Haenel en voix off dans le film, Jean-Gabriel Perriot, le réalisateur, il intercale plein d'images d'archives, d'images de films militants, aussi des films de fiction, pour essayer de dresser un peu l'histoire et de parler en fait de l'histoire de la classe ouvrière française, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, il finit sur le mouvement des Gilets jaunes. Et parler un peu de tout ça à travers ce livre, à travers ces images d'archives et ce cinéma militant. C'est un peu un hommage aussi à ce cinéma militant. Et voilà, donc il traverse un peu tout ça et c'est vraiment super chouette. Il montre un peu comment la classe ouvrière s'est organisée un peu autour du Parti communiste et comment, dans les années 2000, elle s'est rapprochée un peu plus de l'extrême droite et l'extrême droite a augmenté un peu jusqu'à revenir jusqu'aux Gilets jaunes. Et c'est vraiment intéressant sur ce point. Et c'est vraiment un film un peu hommage à tous ces films militants des années 70 par exemple, dont lui il est fan et qui
Et il s'inscrit encore dans cette lignée-là aujourd'hui. Vous pouvez voir sa filmographie, il fait aussi des courts-métrages. Donc Jean-Gabriel Perriot, voilà. Trop chouette. Moi, je vais peut-être passer à mon coup de cœur aussi. Je vais faire rapide. En fait, je vais en improviser un. J'ai maté un animé et je mate jamais d'animé, mais là, j'ai commencé Wonder Egg Priorité, qui est un gros banger. En fait, c'est une meuf. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est une meuf qui, quand elle rêve, elle se téléporte un peu dans son lycée et elle doit défoncer des monstres avec des énormes armes. Et elle fait ça pour sauver une pote à elle qu'elle a perdue. Et dit comme ça peut paraître un peu comme étant n'importe quoi, mais en fait, c'est vraiment assez intéressant. Il y a vraiment une thématique sur le harcèlement, sur ce que ça fait d'être une meuf dans un collège, lycée, et de pas correspondre à ce qu'on attend de toi et tout en société. Et c'est vraiment très très chouette. Je peux pas en dire plus parce que je crois que j'ai maté que les 3 premiers épisodes. Et il paraît que le dernier épisode est nul. D'ailleurs, les gens recommandent de ne pas mater le dernier épisode, de se garder juste l'image de ce qu'est l'animé sans avoir la conclusion. Mais moi, je vais peut-être le faire, je crois, même si à la fin je vais détester, c'est pas très grave. Voilà. Si quelqu'un veut nous recommander un truc ensuite. Coup de cœur. Moi, je veux bien vous recommander un livre. C'est plutôt un roman pour ados, donc c'est facile à lire. Parce que vous l'aurez compris, c'est pas trop mon truc, les bouquins. Mais celui-ci, je l'ai vraiment adoré. Donc, c'est Stay Gold de Toby McSmith. Donc, c'est un livre qui raconte la vie d'un jeune adolescent trans qui change de lycée pour recommencer sa vie. Et c'est vraiment donc, un roman facile à lire et très chouette. Donc, voilà. Bien, moi, mes coups de cœur, j'en avais plusieurs, mais j'ai décidé de ne pas tous les dire pour en garder pour la prochaine fois. C'est par rapport à Site Action qui avait lieu la semaine dernière. Il y a eu sur France Télévisions la diffusion de la série It's a Sin, qui est une série que du coup vous pouvez trouver en replay gratuitement. Voilà, une série assez forte à regarder qui revient sur les débuts de l'épidémie du VIH, notamment à Londres. Donc du coup, il y a un peu une dimension européenne par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, ça replonge bien dans cette période. C'est par le même réalisateur que la personne qui avait fait Years and Years, la série il y a 2-3 ans, qui est à mon sens la meilleure série de l'année où elle est sortie. Et comme c'est un peu la thématique, j'avais envie de rendre hommage au premier film qui, dans ma mémoire, je pense que j'ai le premier film par rapport à la thématique du jour, c'est Le vent se lève de Ken Loach. Je sais pas s'il a bien vieilli ou pas. Je l'ai vu genre il y a longtemps. Et du coup, j'avais envie de lui rendre hommage quand même, comme on n'a pas parlé de lui aujourd'hui, même si j'aime moins ce qu'il fait maintenant. Je trouve que son dernier film est vraiment plus trop dans les questions de la lutte, mais vraiment... enfin, voilà, de toute façon, c'est pas le débat. Mais voilà. Okay. Merci d'avoir parlé de lui, parce qu'en plus, il écoute notre émission, donc il aurait été un peu vexé. Hello, Kay. Hey. How are you? Yeah, I'm French. Ok. Tout le monde est-ce qu'il reste des coups de cœur qui n'auraient pas été dits? Est-ce que la parole a été empêchée? Oui, j'en avais un deuxième, mais vas-y. Il va un peu plomber en blanc, celui-là, je pense. Du coup, c'est, pardonnez mon allemand, j'ai fait espagnol, Kindertotenlieder, du coup, de Virgile Vernier, qui en allemand veut dire le chant des enfants morts. Voilà, fun. Thématique autrement plus sympathique, c'est en fait un remodelage des images de TF1 du 13h et du 20h. En 2005, pendant qu'il y avait les émeutes à Clichy, si je dois resituer pour quelques auditorices, il y a eu de la répression policière jusqu'au meurtre de 2 jeunes garçons pendant une course-poursuite, ce qui a mis un peu le quartier dont ils étaient originaires en émoi, et il y a eu beaucoup de colère de la part des jeunes et moins jeunes qui les connaissaient. Et ça a un peu mené à la forme de CRS qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'à l'époque, les forces de l'ordre étant débordées par rapport aux populations, le gouvernement sarkozyste a décidé de réarmer les CRS, et Dieu sait qu'ils sont bien armés aujourd'hui, du coup. C'est un bon coup de Karcher, comme il disait. Ouais, voilà. Et du coup, il y a eu tout un tas de mesures qu'on a pu connaître pendant le Covid, c'est-à-dire confinement, couvre-feu. Néanmoins, couvre-feu à géométrie variable, parce qu'auprès de qui cela s'appliquait, les ressortissants d'origines étrangères. Donc quelques petits liens à faire avec, par exemple, les événements d'Algérie,
pour citer le gouvernement encore une fois. Et ce que je trouve assez bien justement dans ce court-métrage, c'est que en fait Virgile Vernier, donc le réalisateur, a enlevé la voix off de TF1. Et en fait, on se rend compte que c'est une chaîne qui fait de l'information à charge contre les personnes qu'elle représente en fait. Et donc il est tri par thème, c'est-à-dire d'abord on va avoir les témoignages des jeunes qui sont tristes, une petite exposition de la situation, et après on va avoir les avis de la police et des habitants des quartiers, mais qui en fait sont pas concernés par les émeutes, enfin qui en tout cas ne sont pas partie prenante. Et en fait on voit vraiment qu'il y a une espèce de diabolisation des gens qui luttent, parce que en fait une fois la voix off enlevée, on voit juste des gens qui militent de manière plus ou moins violente, ça dépend des images. Mais on voit aussi la stratégie un peu de victimisation des policiers, parce qu'en fait, il y a vraiment des images de jeunes qui se sont pris, pas des LBD, parce que je ne sais pas si c'était ce qui était en vigueur à l'époque, mais des trucs qui ont des bleus comme pas possible, qui ont des arcades pétées et tout. Et les policiers disent « Oh là là, on est vachement blessés », ils ont une petite griffure sur le mollet, quoi. Et vraiment, j'ai pu parler avec ce réal, et il expliquait que le temps d'antenne aussi était réparti, mais n'importe comment, enfin à dessein du coup, où il y avait vachement plus la parole des policiers blessés que par exemple des émeutiers ou juste des habitants de ces endroits qui en fait se sont pris des gaz lacrymaux et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est assez révélateur aussi de comment on traite les luttes dans les médias, outre que dans le cinéma et dans l'information, quoi. Ouais, c'est intéressant. J'ai juste une question, s'ils enlèvent la voix off, est-ce qu'ils la remplacent par un truc genre de la musique, ou c'est le son de l'image Alors, il y a le son de l'image. Il y a des images, je crois, où il n'y a pas de son. Ok. Et après, pour la bande son, de souvenir, il y a une musique, mais je peux pas te dire parce que ça fait un petit moment que je l'ai vue. Mais en fait, t'es pris dedans. En fait, au départ, j'étais là, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de narrateur. Moi, j'ai un peu un sens d'attention qui s'en va très vite si je suis pas stimulée, quoi. Et en fait, ça prend assez vite. Et au final, musique ou pas, narrateur ou pas, c'est juste la manière dont les images s'enchaînent, c'est assez prenant, et je trouve que ça se suffit un peu à lui-même. Ok, bah, trop cool. Et du coup, peut-être qu'avant de se dire au revoir, on peut J'ai faire un dernier coup de cœur. Je suis obligé de le dire. Vas-y, t'es Et, obligé. ouais, parce que trop Qui sinon, t'a j'allais envoyé attendre le mois prochain. Non, c'est X-Men 97 sur. Je sais même pas sur quelle plateforme, parce que j'avoue, je regarde dans le streaming. La série Un animé. Okay, c'est un dessin animé. Et du coup, ils ont repris où la série s'est arrêtée en 97. Et ils ont il y a 3 épisodes qui sont sortis. Et notamment, on retrouve l'histoire des X-Men, faut aimer après les histoires avec les mutants. Mais il y a un des personnages du coup qui est non-binaire à l'intérieur, et qui à l'époque, il y avait pas spécialement, c'était pas spécifié. Et là, son pronom c'était du coup Morpho. Et c'est pas mal du coup. Même de retrouver les X-Men, c'est plutôt. C'est bien que tu parles des X-Men parce qu'ils nous écoutent, donc ils auraient été vexés si tu n'avais pas parlé d'eux. Les prochains événements, la semaine prochaine, enfin la semaine où en fait c'est diffusé cette émission, il y a le FestiQueer à partir du 2 avril jusqu'au dimanche. C'est à Bègle. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce FestiQueer, Noé? Alors là, je suis pris au dépourvu. Dans ce FestiQueer, le samedi soir, donc il y a une scène ouverte. L'après-midi, il y a des ateliers, notamment pour les enfants, pour les adolescents, sur la création de masques, de bracelets brésiliens. Il y a du maquillage. Tout un tas de programmes qui est disponible sur Instagram, sur la page FestiQueer Bordeaux. Et je crois, mais je pense ça sera fini à l'époque où c'est diffusé. Il restait quelques places pour le bingo drag, le brunch drag bingo du dimanche. Mais je pense que ça sera complet. Le brunch dunk bingo, pas facile à dire. Cinémarge aussi cette semaine-là. Cinémarge qu'on retrouve alors à partir de quand l'émission sera diffusée, on se retrouve ce soir pour l'ouverture, la cérémonie d'ouverture, la séance d'ouverture qui a lieu à l'Utopia. Et après, durant au moins 5-6 jours, il y a différents films qui sont diffusés à la fois à l'Utopia, à l'Avant-Poste. Ils se délocalisent aussi un peu partout en Gironde. Ok. Et le 1er juin, la Marche des fiertés. Ouais, save the dates. Et est-ce que vous avez des dates en tête où on pourrait vous retrouver prochainement, mes camarades de Coupe et Court? Alors, tout dépend de la date de diffusion de l'émission, du coup. Ok, et
Mardi, donc si vous écoutez ça le mardi 2 avril, sachez que demain, donc mercredi 3 avril, il y a le dernier club des cours de la saison 2023-2024 Waouh. qui a pour thème Amour impossible. Donc voilà, c'est très vendeur. Et ça aura lieu au cinéma Jean Eustache de Pessac à partir de 20h en présence de la réalisatrice Ella Chmia, Didier Alaoui et de son monteur. Et que dire de plus ? Le tarif est fixé à 5 €, peu importe que tu sois étudiant ou pas, ou étudiante. Désolée, l'inflation, parce que c'était 4,50 l'année dernière. Et voilà, que dire de plus ? Et oui, il y aura une discussion du coup avec la réalisatrice et son monteur. Et Trop cool. voilà. Et est-ce que vous avez on vous retrouve où sur les réseaux sociaux ou sur Sur Facebook et Instagram, @coupé.court, honnêtement. Et après, il y a toutes les infos sur le Insta, il y a notre mail, tout ça. Trop cool. Est-ce qu'on oublie des événements ? le 4 mai où il y a le Village des Fiertés? On peut déjà regarder la date un petit peu avant. Donc du coup, le 4 mai, on sera sur les quais de Bordeaux avec, comme un peu tous les ans, on retrouve un peu toutes les assos qui travaillent de près ou de loin à travers nos thématiques. Et en fait, c'est un grand village où vous pourrez venir rencontrer un peu tout le monde. Il y a des animations toute la journée, il y a de quoi se restaurer. Le midi, on fait pique-nique tous ensemble. Enfin voilà, le programme va bientôt sortir. Donc effectivement, vous en saurez plus, mais vous pouvez déjà garder le 4 mai et le 1er juin. Bon, mais du coup, ça y est, Giro Radio, c'est Giro fini. Tout le monde dit « Oh non, s'il vous plaît ». Oh non. Mais arrêtez, ne pleurez pas. Déjà, ne pleurez pas parce qu'on se retrouve dans pas si longtemps que ça, on se retrouve dans un mois. Et aussi parce qu'on se quitte avec une musique super cool qui est la recommandation de Jules. Et du coup, on s'écoute The Opposite de The Smile. Au revoir tout le monde. À très vite. Au revoir.